Bonjour à tous. Ça y est, la nouvelle est tombée, Chris Chibnall et Jodie Whittaker quitteront Doctor Who en 2022 après 3 épisodes spéciaux. Et même s'il est encore un peu tôt pour passer à autre chose, ça m'a quand même donné envie de dresser une liste non pas de potentiels futurs docteurs, mais de potentiels futurs showrunners. J'ai donc choisi 5 scénaristes habitués de la série qui, selon moi, feraient de très bons successeurs à Chris Chibnall. Je précise que cette sélection est surtout basée sur mes goûts personnels et pas forcément sur leur potentiel de probabilité, même si pour l'instant aucun choix n'est à exclure. Allez, commençons sans plus attendre avec le premier de cette sélection. On commence directement par le plus connu de tous et probablement celui que beaucoup espèrent voir aux commandes de la série, Neil Gaiman. Alors pour ceux qui ignorent qui est Neil Gaiman, le gars est pourtant un sacré poids lourd dans le milieu de la pop culture. Il s'est d'abord fait connaître grâce à sa série de comics Sandman, publiée chez DC Comics, et qui reviendra d'ailleurs très bientôt sous forme de série télévisée. Plus tard, il écrira le roman American Gods, que vous connaissez sûrement puisqu'il a été adapté en série sur Prime Video. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi le co-auteur de Good Omens, un autre roman à succès qu'il a également eu l'occasion d'adapter en série sur Prime Video, et qu'il a créé à la base aux côtés de son comparse Terry Pratchett, un prestigieux auteur de fantasy, à qui l'on doit les annales du disque monde. Voilà, donc en gros, le gars a un sacré CV. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout son travail sur Doctor Who. Et là-dessus, il y a des choses à en dire. Neil Gaiman a écrit The Doctor's Wife, un épisode de la saison 6, ainsi que Nightmare in Silver en saison 7. Après ça, il n'a plus jamais travaillé pour la série, ce qui me fait dire qu'il n'est clairement pas le plus probable de cette sélection, outre le fait qu'il doit sûrement être déjà très occupé par sa carrière foisonnante. Alors personnellement, j'ai un rapport un peu compliqué avec ces épisodes. Déjà, j'ai toujours eu du mal avec cette idée de personnifier le TARDIS. À mon sens, cette machine, bien que consciente et organique, aurait toujours dû rester une entité désincarnée. Le fait de lui donner un corps et une voix, je trouve que ça retire un peu de son côté mystique et insondable. Et pourtant, je suis bien obligé de reconnaître que malgré ça, il en résulte un épisode plutôt réussi. Il y a beaucoup d'idées hyper ambitieuses, comme cette sorte de planète dépotoir dotée d'une conscience qui héberge des créatures reconstituées très étranges. Mais ce que j'aime le plus, c'est toutes ces scènes dans lesquelles Amy et Rory sont enfermés dans le TARDIS et torturés psychologiquement par des illusions de distorsion temporelle. Donc au final, je suis pas mal tiraillé sur cet épisode. Je n'aime pas trop l'idée de base, et en même temps, je le trouve indéniablement réussi. En revanche, en ce qui concerne Nightmare in Silver, c'est un épisode de Cybermen tout à fait banal et oubliable. Je dirais pas pour autant qu'il est mauvais, il y a même de plutôt bonnes idées. Par exemple, j'aime bien le fait que l'histoire se déroule sur une planète extraterrestre, ce qui mine de rien est encore un peu trop rare dans la série à mon sens. J'aime aussi beaucoup le cyberplanificateur qui est au centre de l'intrigue, mais en dehors de ça, j'ai pas grand chose à en dire. Alors que penser de Neil Gaiman en tant que potentiel showrunner de Doctor Who ? Eh bien, vu son immense carrière et étant donné qu'il n'a jamais fourni d'épisodes réellement mauvais sur la série, bon, en même temps il en a fait que 2, personnellement, j'aurais une entière confiance en lui s'il était annoncé comme successeur de Chris Chibnall. Ce n'est clairement pas mon choix numéro 1, mais franchement, je serais très curieux de voir ce qu'il aurait à proposer. Hélas, il a tweeté récemment qu'il était chaud pour revenir écrire sur la série, mais pas spécialement en tant que showrunner. Bon, on peut toujours espérer ceci dit. Alors celui-ci est un cas un peu particulier, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Gareth Roberts est très clairement l'un des scénaristes récurrents les plus expérimentés du Whoniverse, avant son départ prématuré sur lequel je reviendrai. En plus de son nombre conséquent de scénarios écrits pour la série principale, il est aussi l'auteur de 9 romans Doctor Who, d'une aventure interactive avec le 10e Docteur intitulée Attack of the Grask, ainsi que de tous les Tardisodes, vous savez ces courtes vidéos de moins d'1 minute servant de préquel aux épisodes de la saison 2. Mais ce qui m'intéresse le plus à vrai dire, c'est surtout son travail sur le spin-off pour enfants, The Sarah Jane Adventure. Non parce que, soyons honnêtes, si on regarde ce qu'il a écrit pour Doctor Who, y a pas franchement de quoi sauter au plafond. The Shakespeare Code et The Unicorn and the Wasp sont clairement les gros points faibles de leurs saisons respectives. Planet of the Dead est plutôt pas mal, mais il faut pas oublier qu'il a été coécrit par Russell T Davies. Par contre après il a fait The Lodger, un très sympathique épisode de la saison 5, clairement mon préféré du lot, mais qui repose surtout sur le talent et la sympathie de Matt Smith. Puis après avoir écrit sa suite Closing Time, encore un épisode oubliable avec des Cybermen, décidément, il s'est arrêté avec The Caretaker, qui, sans être incroyable, réussit l'exploit d'être pas trop mal au milieu d'une saison catastrophique. Mais ça, c'est uniquement mon avis, et je l'ai déjà exprimé dans une précédente vidéo. Alors oui, à première vue, quand on voit son travail sur la série qui, bien que conséquent, n'est pas franchement alléchant, on aurait du mal à le voir prendre le rôle de showrunner sur Doctor Who.
car c'est bien sur The Sarah Jane Adventures que Gareth Roberts m'a réellement convaincu, puisque c'est par exemple à lui que l'on doit The Wedding of Sarah Jane Smith, cet épisode crossover dans lequel apparaît le 10e Docteur, et qui aurait clairement pu être un épisode de Doctor Who. C'est également à lui que l'on doit les Tricksters, ces créatures fascinantes capables de modifier le cours du temps pour semer le chaos. C'est d'ailleurs dans son très chouette Whatever Happened to Sarah Jane qu'apparaissent les Tricksters pour la première fois. J'ai également envie de vous citer The Man Who Never Was, ou encore The Empty Planet, que j'aime tout particulièrement. Alors oui, quand on voit son travail sur Sarah Jane Adventures et ses nombreuses contributions à la série principale, on aurait finalement tendance à penser qu'il est le candidat idéal. Le problème, c'est que ces dernières années, il a commencé à exprimer, sur Twitter notamment, des propos franchement pas terribles, voire même carrément réac. Ce qui lui a valu de se faire dégager de la série, et c'est pour ça qu'on l'a plus revu depuis la saison 8. Bon, forcément, avec ce détail en tête, ça l'écarte pas mal du poste de showrunner. Mais j'avais quand même envie de le citer parce que, dans une autre réalité, je trouve qu'il aurait pu être un bon candidat potentiel. Et puis il ne faut pas oublier que Steven Moffat lui-même a beaucoup évolué sur ses convictions personnelles concernant certains sujets de société, au même titre que sa manière d'écrire les personnages féminins par exemple. Bill Potts, une femme de couleur homosexuelle, est aux antipodes des personnages qu'il écrivait à ses débuts. Donc à l'heure actuelle, un Gareth Roberts showrunner, c'est ni très probable ni très souhaitable, mais je tenais quand même à l'inclure dans cette sélection malgré tout. Tom McRae est probablement le moins connu de cette sélection, et pour cause, il n'a pas été le plus prolifique, mais je trouve son cas très intéressant. Dans la série, il est l'auteur du double épisode réintroduisant les Cybermen en saison 2. Après ça, il reviendra seulement en saison 6 pour scénariser The Girl Who Waited, un épisode que je trouve incroyablement sous-estimé, et j'avoue, c'est surtout ce dernier qui m'a tapé dans l'œil parmi l'ensemble de son travail. Un autre élément intéressant mais qui ne permet pas vraiment de juger son style, il a écrit un script pour la saison 4 intitulé Century House, mais qui sera malheureusement remplacé par Midnight de Russell T Davies. Tout ce qu'on sait de cet épisode perdu, c'est qu'il mettait en scène une maison hantée visitée par une émission de télé, mais le ton très comique et léger de l'histoire rappelait un peu trop Unicorn and the Wasp de la même saison. Alors on pourrait se dire que c'est un mal pour un bien étant donné que Midnight est excellent, mais personnellement je me dis surtout que c'est Unicorn and the Wasp que j'aurais préféré voir dégager. Tom McRae est également l'auteur d'une pièce de théâtre immersive nommée The Crash of the Elysium, basée sur une idée de Steven Moffat. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est qu'il aurait apparemment travaillé sur un minisode très court servant de préquel à Closing Time, et qu'il a rédigé 2 nouvelles publiées dans des recueils d'histoires autour de Doctor Who. Au final, le gars a quand même un CV plutôt intéressant, je trouve. Bon, soyons réalistes, il fait sans doute partie des moins probables. Mais quand je vois qu'il a quand même contribué au retour des Cybermen dans la New Who, et surtout quand je vois La fille qui attendait, une histoire d'une inventivité telle qu'elle se rapprocherait presque du génie d'un Steven Moffat, oui, j'ose le dire, personnellement ça me donne confiance, et je pense que j'adorerais le voir dans le rôle de showrunner. Au tout début de sa carrière, Toby Weishaus a écrit des épisodes franchement pas terribles, en témoignent School Reunion et Vampire of Venice, qui sont franchement oubliables. Et puis après ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pondu The God Complex, un épisode plutôt brillant apparu en saison 6. Ensuite il écrira A Town Called Mercy, qui n'est pas une franche réussite, mais pour lequel j'ai quand même un petit peu de sympathie, parce que le personnage du pistolero est hyper stylé, et que l'ambiance western est plutôt cool. Mais c'est à partir de la saison 9 que ça devient sérieux, puisqu'il écrira le double épisode Under the Lake Before the Flood, puis The Lie of the Land dans la suivante. Parmi tout ce qu'il a fait, j'aimerais surtout attirer votre attention sur Under the Lake et Before the Flood, une histoire en 2 parties que j'aime beaucoup, puisqu'elle commence comme un épisode banal au cœur d'une base, donc un truc assez habituel dans la série, avant que la deuxième partie nous surprenne en partant immédiatement dans un délire de paradoxe temporel, accompagné d'un alien franchement stylé. The Lie of the Land est aussi une belle réussite, c'est une conclusion parfaite pour la trilogie des moines momies, même si on aurait préféré qu'elle se fasse sans cette scène de fausse régénération de Capaldi, mais enfin c'est un détail. A noter qu'il a aussi écrit un épisode de Torchwood, mais j'avoue qu'il faudrait que je revoie la série pour en dire plus, parce que là j'ai vraiment tout oublié. Alors oui, malgré ses débuts compliqués, Toby Weishaus est aujourd'hui l'un des meilleurs scénaristes récurrents de la série. Il est donc très probable qu'il apparaisse sur la shortlist de la BBC. En tout cas, personnellement, il fait partie de mes favoris. Et on arrive enfin à celui qui, selon moi, mérite sans conteste la place de showrunner. Il s'agit de Paul Cornell. Paul Cornell est un scénariste brillant, qui n'a malheureusement pas écrit énormément d'épisodes pour la série. Mais quels épisodes!
Déjà, bien avant que Russell T Davies ne relance la série en 2005, Paul Cornell avait déjà un pied dans Doctor Who, puisqu'en 2003, il a scénarisé Scream of the Shalka, une histoire réalisée en animation flash, censée célébrer les 40 ans de la série. Scénaristiquement, on peut pas dire que ça casse des briques, mais globalement, ça fait plutôt bien le taf, et les aliens qui attaquent et pétrifient grâce à leurs cris sont plutôt inventifs. Suite à ça, il a donc pu participer à la première saison du revival de Russell T Davies, en écrivant un épisode ô combien important, puisqu'il s'agit de Father's Day. Un épisode qui peut paraître étrange aujourd'hui, notamment à cause de ces fameux Reapers, ces créatures en CGI d'époque un peu dégueu, qui sont censés apparaître au moindre paradoxe temporel, ce qui, vous en conviendrez, est loin d'avoir été respecté, puisqu'ils n'ont plus jamais été réutilisés par la suite. Mais malgré cette anomalie qui est surtout due au fait que la série en était encore à ses débuts et ne pouvait donc pas anticiper la suite, l'épisode n'en est pas moins une réussite. En même temps, comment ne pas apprécier une histoire très clairement inspirée de Retour vers le futur, le maître étalon des voyages dans le temps. Ceci dit, une différence majeure le dissocie de son inspiration. Ici, Rose Tyler a délibérément choisi de sauver la vie de son père, ce qui aura pour conséquence de créer un paradoxe temporel. Et alors moi c'est simple, dès que ça parle de paradoxe temporel, ça me plaît immédiatement. Mais l'œuvre la plus marquante de Paul Cornell, c'est sans conteste son double épisode Human Nature, The Family of Blood. Une histoire qu'il avait écrite à la base pour un roman mettant en scène le 7ème Docteur, et qu'il aura donc l'occasion d'adapter sous l'ère du 10ème, dans la saison 3 de la série. Et là je pense que vous comprendrez aisément pourquoi Paul Cornell est placé si haut dans mon classement. Human Nature et Family of Blood sont deux épisodes tellement exceptionnels qu'ils ont failli faire partie de mon top 10 de mes épisodes préférés. Paul Cornell, c'est quand même le gars qui est à l'origine de l'arc caméléon, un élément extrêmement important au sein de l'univers de la série. C'est également grâce à lui que l'on a pu voir un David Tennant exprimant toute son humanité à travers le personnage de John Smith. Cette histoire, c'est du pur génie. Et comme nous l'a démontré l'ère Moffat, c'est dirigé par un génie que Doctor Who parvient à atteindre des sommets. Malheureusement, le fait est qu'il n'est pas revenu sur la série depuis un moment, puisque Family of Blood, son dernier épisode, date quand même de 2007. Ceci dit, son CV ne s'arrête pas là, puisqu'il est également l'auteur de nombreux romans et comics Doctor Who. Mais c'est pas tout, le bonhomme est aussi connu pour son travail chez Marvel et DC Comics. Parmi les titres les plus parlants, il a notamment officié sur Batman, X-Men, Young Avengers, Black Widow, Les 4 Fantastiques ou encore Wolverine. Personnellement, je trouve ça hyper intéressant, parce que s'il y a bien une série qui se rapproche clairement de l'ambiance des comics, c'est bien Doctor Who. D'ailleurs, le Docteur est officiellement un personnage existant dans une des réalités de Marvel. Et à l'époque, ils avaient même prévu de faire un crossover avec Doctor Strange. Bon, finalement, ça s'est jamais fait. Mais comme quoi, Doctor Who et Marvel ont des univers bien plus proches que l'on pourrait le croire. C'est un parallèle qui a d'ailleurs beaucoup été mis en lumière dernièrement suite à la diffusion de la série Loki. Une excellente série dans laquelle on découvre d'ailleurs une certaine Sylvie, qui a été inspirée par Sylvie Lushton, un personnage issu des comics, et qui a été créé par, devinez qui, Paul Cornell. Et oui, vous voyez, tout se recoupe. Pour terminer, notons qu'il a également travaillé sur quelques aventures audio estampillées Doctor Who, publiées par Big Finish. Je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai jamais écouté d'audio, mais ça montre une fois de plus que le gars a vraiment été extrêmement actif dans le Whoniverse. Bon, vous l'aurez compris, Paul Cornell, c'est mon petit préféré de la bande. Pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est lui qu'il faut prendre en tant que showrunner pour les années à venir. Hélas, je dois bien admettre que j'y crois moyen, étant donné son absence sur les dernières saisons. Vous l'aurez d'ailleurs sans doute remarqué, je n'ai cité aucun scénariste de l'ère Chibnall, et la raison en est très simple. J'en ai déjà souvent parlé, mais à mon sens, le plus gros point faible de l'ère actuelle, c'est pas Chris Chibnall, c'est tous les autres scénaristes qui l'accompagnent. Chibnall a écrit les meilleurs épisodes de 16 saisons, mais en ce qui concerne tous les autres, j'ai personnellement souvent beaucoup plus de mal à les apprécier. Pourtant, je pense que l'un des choix les plus probables du point de vue de la BBC, c'est d'offrir le poste de showrunner à un scénariste de la période actuelle. Le problème, c'est que, en ce qui me concerne, il n'y en a aucun que j'aimerais voir à cette place. D'autre part, il ne faut pas oublier que lorsque Chris Chibnall fut choisi pour succéder à Steven Moffat, ça faisait déjà 3 saisons qu'on ne l'avait pas vu. Autrement dit, il a esquivé toute l'ère Capaldi, et pourtant ça ne l'a pas empêché de devenir showrunner. Alors je ne pense pas qu'il faille compter uniquement sur les scénaristes les plus récents, au contraire, et heureusement. En tout cas, il faudra sûrement attendre l'année prochaine pour connaître le nom du véritable successeur de Chris Chibnall. Peut-être qu'il ne fait même pas partie de ma liste personnelle. Peut-être que ce sera un inconnu total. Ça, c'est fort possible. Et peut-être même que ce sera une femme. Ça serait une très bonne chose car j'avoue que c'est ce qui manquait à cette sélection. Mais le fait est que la série a principalement compté des hommes parmi ses scénaristes les plus récurrents. Maintenant, à votre tour.
Dites-moi quel scénariste vous verriez dans la peau de showrunner pour Doctor Who. N'hésitez pas à me faire vos propositions en commentaire, sachant qu'il peut très bien n'avoir jamais travaillé sur la série. Attendons de voir ce que l'avenir nous réserve, et en attendant je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.